Je voudrais savoir si les traductrices sont prêtes. En vietnamien, en anglais, c'est qui? En vietnamien, Joël. On m'a prié de parler plus lentement. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons deux choses à traiter. La première partie, je dois répondre à des dernières questions, hier, qu'on a posées et que les frères et les sœurs n'ont pas du temps pour répondre. Ma réponse sera courte pour chaque question, donc ce ne sera pas long. Deuxième partie, c'est le partage de comment surmonter la peur de la mort. Mais ça, c'est un entraînement. Donc, je ne serai pas long parce que vous saurez les principes et vous pratiquez pour que vous puissiez surmonter la peur de mourir. Et la troisième partie, on va résumer de ce qu'on a appris cette semaine pour ne pas oublier des choses, des traits principaux. Voilà. Concernant les questions, une question concernant comment on peut éviter d'entendre tous les jours des reproches, des blâmes très toxiques qui vous rendent malade. Et dans cette question, ça inclut aussi, il y a un enseignement qui dit que tout est impermanent, y compris la personne qui est très toxique avec sa conversation, ses paroles et ses comportements. Ma réponse. Premièrement, il faut aimer soi-même. Il faut essayer de préserver vous-même avec la nourriture qui sont bienfaisantes pour vous. Et la nourriture n'est pas seulement la nourriture comestible, c'est-à-dire on mange par la bouche, mais deuxième sorte de nourriture, c'est la nourriture par les organes sensoriels, par les yeux, si on voit des choses très négatives, très méchantes, dangereuses, et ça alimente notre conscience profonde avec les images terribles. Par nos oreilles, si vous entendez toujours des paroles très toxiques, qui vous jugent, qui sont très méchants vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres, et vous serez intoxiqué par ces paroles-là. Et donc, je ne vais pas développer pour les 4 nourritures, parce que Sœur Yarnim a déjà exprimé longuement, mais pour protéger vous-même, il ne faut pas rester tout le temps avec une personne qui parle seulement négativement et qui vous critique très sévèrement, méchamment. Donc, on garde une distance. L'autre personne peut être votre partenaire, mais l'autre personne peut être votre maman, quelqu'un qui est très proche, mais qui pense qu'il ou qu'elle a l'autorité de dire tout ce qu'il veut. Et il faut préserver votre paix. Et donc, essayez de garder une distance. Maman, ce n'est pas parce que je ne t'aime pas, mais je dois me retirer un peu loin pour ne pas être à écouter toutes tes paroles pas nourrissantes pour mon cœur et mon esprit. C'est pourquoi tu m'excuseras. Et on se retire. Mais il y a des cas très, très typiques. Il y a une dame qui a tellement souffert de sa maman. Elle a quitté la maison très jeune. Elle s'est fait sa vie. Elle a marié à quelqu'un d'autre. Elle a une autre vie à elle. Mais comme elle est une personne assez mûre, elle ne peut pas vivre dans la séparation totale de sa maman. Elle a essayé de rentrer. Mais elle a dit que plein d'amour pour maman. Mais quand je suis entrée, la deuxième phrase de maman m'a tellement irritée que j'ai voulu hurler. C'est toujours la bagarre. Alors, notre maître a suggéré
une méthode de purification des paroles. C'est-à-dire, vous écrivez avant à maman, je rentrerai, mais si vous dites des choses qui ne me nourrissent pas, permettez-moi de ne pas répondre. Et ne pense que je te méprise, ne pense pas que je te méprise, que je fais ceci, cela, mais je garde à ne pas parler. Et quand elle fait un commentaire terrible, vous ne répondez pas, et vous prenez votre note, carnet de notes, vous allez noter discrètement ce que vous allez répondre. Mais vous ne répondez pas ouvertement, hautement. Et vous allez dans la cuisine, il y a quelque chose, vous dites quelque chose, elle a corrigé très méchamment. Alors vous ne répondrez pas, mais vous allez ailleurs pour écrire vos réponses. Et le soir, après une journée de ne pas parler, même si c'est à répondre à maman quelque chose, vous devez prendre votre carnet de notes et écrire quelques mots seulement, très courts, pour juste demander « merci, je ne mange pas » ou bien à l'heure de déjeuner, mais pas trop long, parce que si vous commencez à écrire assez longuement, ça risque de vous amener à des habitudes de rispoter, de contredire ce que maman a dit. Et le soir, après la méditation assise par vous-même dans votre chambre, vous prenez votre carnet de notes et vous dites ce matin elle a fait comme ça et si je réponds tout de suite, ce sera la bagarre. Non, je dois purifier mes paroles, je dois dire différemment. Comment? Et avec notre intelligence, on sait qu'on peut purifier en déclarant une autre phrase au lieu de la première phrase réagit par ce qu'elle a dit. Et vous pouvez ainsi purifier. Et 3 jours avec maman ou avec l'autre personne qui, peut-être c'est votre sœur, je ne sais pas, ou votre partenaire, on est dans une situation où on doit se séparer pour un certain temps pour pouvoir regarder profondément est-ce que ça aide d'être ensemble ou on doit se séparer. Donc vous regardez et vous voyez que cette phrase de moi ce matin, c'est une réaction, une blessure ancienne, parce que maintenant vous avez la pratique de l'arrêt des jugements. Au village des Pruniers, quand vous entendez la cloche, quand vous entendez des choses, c'est dans le passé, c'est tout petit, on a chaque 15 minutes la pendule qui dit ting, 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 ting. Tout le monde doit s'arrêter. Et c'est une pause. Et quand on arrête, on peut arrêter à mâcher, à manger, on peut arrêter du travail comme couper les légumes ou éplucher les pommes de terre, tout ça. Vous arrêtez votre action, mais vous n'arrêtez pas seulement l'action, vous arrêtez les pensées dans votre tête. Et c'est un arrêt total, profond. Ne plus penser, ne plus parler, ne plus agir. Et quand vous avez cet arrêt total, vous touchez ce qui est très profond, plus calme, plus paisible en vous. Et avec cette partie plus calme, plus paisible, vous regardez de nouveau avec une nouvelle vision. Ah, j'ai perçu comme ça une perception assez erronée, terrible, sur une vue assez négative de maman ou de lui ou d'elle, et vous essayez de voir profondément. Et si on veut s'en sortir, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on peut réagir pour faire comprendre cela sans perdre nous-mêmes et sans blesser l'autre? Alors vous purifiez vos paroles pour réécrire une autre phrase meilleure que celle que vous devez répondre ce matin. Et c'est comme ça qu'on s'améliore. Et donc, après 3 jours de purification sans parler avec maman ou avec l'autre personne, vous avez une retraite de silence pour regarder plus profondément et raffiner vos paroles et vous envoyer à maman. Et comme ça, vous entraînez à
enseignez vous-même, mais vous aussi essayez de partager la pratique avec l'autre personne. L'autre jour, quand tu avais dit comme ça, j'avais l'intention de dire non, mais maintenant, avec un recul, un repos, un regard plus approfondi, j'ai vu que j'ai fait comme ça. C'est pas bien, c'est pas beau. Parce que si je dis comme ça risque de toucher ta blessure. Et ça va faire monter beaucoup de choses inattendues. Deuxièmement, la deuxième phrase que j'aurais dû dire à l'heure du dîner, et je n'ai pas dit, et j'ai vu, et vous dites que j'ai souvent eu la réponse comme ça, très méchant. Après avoir écrit cette sentence, cette phrase, vous dites, c'est méchant, c'est pas bien, c'est pas digne de moi, c'est pas digne d'une personne qui veut pratiquer à nourrir soi-même, à calmer soi-même, à devenir une source de paix et de joie pour moi-même et pour les autres. Vous n'avez pas à dire pour devenir un Bouddha, à devenir rien, pour devenir une personne meilleure que moi dans le passé, c'est tout. Et donc, ça, c'est... Et il faut aussi la question concernant pourquoi rester avec une personne si toxique. Donc, on se retire, on essaie d'améliorer, mais on doit aussi penser que si l'autre a répondu, a dit comme ça, ce n'est pas seulement sa faute. Il y a aussi votre réaction pas tellement skillful, pas assez adroit, assez habile pour le calmer, mais aussi il y a une blessure très profonde en lui ou en elle. Une blessure là, s'il vous a répondu de cette manière, ne pensez pas que c'est sa faute. C'est vous qui avez causé cette blessure aussi. Donc on essaie d'être plus clairvoyant, se retirer de la scène et pour voir que cette phrase, c'est méchant. C'est toujours lui, c'est toujours elle. Mais cette phrase, c'est une réaction d'une chaîne de maladresse que j'ai fait et qui le rend comme ça. Alors donc on voit en toute clarté d'esprit ce qui est. Et si on n'arrive pas à exprimer oralement, on peut exprimer en écrivant. Et c'est ma façon de réagir beaucoup de cas dans la vie. Quand quelque chose arrive, je réagis tout de suite, mais je n'en vois pas. J'écris sur... c'est comme une sorte de brouillon. Et je dis, oh, je vais écrire comme ça, je laisse. Et je pratique la pleine conscience quand je marche, quand je mange, quand je regarde les choses, complètement comme un oubli de ce que j'ai réagi. Mais après une journée de calme, de restaurer ma propre paix, j'ai relu la lettre et j'ai c'est trop fort. Au début, quand j'ai fini la lettre, je pense que c'est bien, je peux envoyer, mais il ne faut pas envoyer. Vous laissez une journée et quand vous relisez la lettre, oh, c'est pas ça. C'est trop maladroit, ça va le toucher, le point blessé de lui, et elle va répondre. Vous laissez et vous corrigez, vous raffinez votre lettre. N'envoyez pas non plus. Et si c'est une question assez sérieuse et qui n'exige pas tout de suite une réponse, vous laissez 2 ou 3 jours. Calmez vous-même. Ne pensez pas à cela. Mais le fait que vous êtes paix, que vous êtes sérénité, vous regardez la lettre de nouveau, vous allez voir beaucoup de petites erreurs, des gaffes, et vous corrigez de nouveau jusqu'à vous pensez que c'est quand même, enfin, ça va, vous pouvez envoyer. Et quand j'envoie comme ça, c'est toujours un bon résultat. Mais parfois, je dois me presser parce que c'est une question à répondre tout de suite, sinon ça ne va pas, etc. Et parfois, si je laisse pas assez longtemps pour me calmer, pour avoir un regard
plus approfondi, plus compatissant, parce que quand on exprime un jugement sur l'autre, on doit voir tout de suite la fragilité de l'autre. Si on dit cette phrase, ça risque de toucher la fragilité de l'autre et on ne peut pas le faire. On doit regarder encore plus profondément. Peut-être je change cet adjectif ou je change un petit peu ceci, cela. Et finalement, quand la lettre est bien écrite, ça porte toujours de bons fruits. Voilà pour la première question sur la toxicité. Aimez vous-même, purifiez vous-même et essayez d'aider cette personne. Parfois, il y a des cas où on peut faire aussi, on a besoin d'une troisième personne. Il y a un couple qui sont des gens de la haute société en Europe et elle est professeure de gynécologie à l'université de médecine. Son mari est aussi quelqu'un de très haut. Et ils ont des difficultés, mais comme ils sont des gens très fins, ils ne veulent pas briser la vie de couple. Ils sont allés voir les psychiatres pendant 4 années. Et finalement, ça n'arrange pas trop. Et on a dit, oh, il faut aller au village du Prunier, vous verrez. Bon. Et quand il est venu, il a sollicité un rendez-vous avec moi, le monsieur. Et il a raconté, mais j'ai seulement 20 minutes. Donc s'il raconte des choses superflues, je dis, allez droit à votre question. Dites-le moi. Il y a quoi? Il a expliqué, bon là, il a causé de mal à sa femme a causé de mal à lui. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai essayé d'être dans sa peau pour comprendre sa souffrance, ses difficultés. Et puis j'ai un autre rendez-vous avec sa femme. Avec la femme, j'ai écouté et aussi elle a raconté. Bien sûr, avec moi, il n'y a aucun obstacle ou de cacher. Elle a dit beaucoup de choses. Et puis, j'ai fait des journées de méditation pour comprendre les difficultés de ce monsieur, les difficultés de sa femme. Et la troisième rencontre, c'est les deux ensemble. Donc, pour sa femme, ce qu'il dit est très toxique. Et pour lui, sa femme a dit quelque chose de très toxique. Mais quand j'ai écouté tous les deux, j'ai compris les souffrances de l'un de l'autre. Et à la troisième rencontre, j'ai écouté, j'ai dit, maintenant, c'est votre tour, monsieur. Vous parlez. Et vous gardez le silence, madame. Et il a parlé, comme d'habitude, toujours critiqué, sévère, Et puis j'écoute, mais comme j'ai déjà connu les arguments de l'autre. Et donc j'ai écouté après ça, j'ai dit, vous savez, et puis je ne permets pas à sa femme, il a critiqué, je n'ai pas permis à sa femme de répondre. Je dis, je vais répondre pour vous, mais si je fais une erreur, vous me corrigez. Hein. Je pense que, bon, elle a souffert parce que, et j'ai expliqué, mais d'une façon sans attaquer. Et mes paroles sont moins violents, moins teintés de blessures, comme ces paroles, dans le passé, comme les paroles de cette dame, et que j'ai expliqué profondément, gentiment, avec beaucoup de respect l'un de l'autre. Et il se sent bien, il a compris. Mais les mêmes arguments, c'est elle qui a dit, je ne sais pas, peut-être elle n'a pas prononcé avec beaucoup de tact ou beaucoup de... Et bien sûr, je suis une autre personne, ce n'est pas la personne qui a déjà une image assez erronée. Et après ça, j'ai expliqué, il a l'air satisfait des explications de sa femme via ce Tiangrong. Et puis, si maintenant, elle a posé des questions à lui. Elle a attaqué, elle a dit, vous avez... Et puis, j'ai écouté, et dans sa peau, j'ai essayé à répondre à la femme pour comprendre des blessures de lui, des blessures d'elle, on est maladroit comme ceci, cela. Et après ça, ça marche. Et les deux ont compris l'un l'autre.
Et c'est la méditation de l'étreinte. Alors, j'ai demandé qu'ils embrassent et dans 300 ans, où êtes-vous? 300 ans, vous êtes les centres ici, les centres là, ou bien un corps avec du formol immobile, terrible. Et c'est bien qu'elle est encore vivante, c'est bien qu'elle est encore vivante. On fait la méditation de l'étreindre, ils ont pleuré, ils ont pardonné, ils ont accepté l'un de l'autre. Et il m'a demandé combien je vous dois. Chaque séance de psychiatrie, ça me coûte 200 €. Et ça fait 50, on a suivi semaine par semaine. J'ai dit, le nouveau départ, toutes les semaines. Et il faut faire le nouveau départ. Et s'il n'y a pas de problème, arroser les fleurs, apprécier l'autre. Voilà, c'est tout ma réponse. Il y a une personne qui a dit, mais mon mari, mon conjoint, il est très spécial. Et il ne peut pas exprimer les appréciations, mais il a sa façon d'exprimer. C'est bien comme ça. Et je suis d'accord aussi. Il n'a pas à exprimer ses appréciations. D'après ce que j'ai essayé de dire, ça veut dire qu'il peut exprimer ses appréciations par son visage, par ses yeux, son regard, d'une façon très différente des autres jours, avec beaucoup d'appréciation, sans prononcer le mot appréciation. Alors, ça, vous savez que, voilà, ça veut dire que tu m'as beaucoup apprécié, n'est-ce pas? Et on cherche, oh, j'aime ces moments comme ça, ce sont ton regard de cette manière, ta façon de sourire de cette manière. Ce sont des appréciations qui m'ont beaucoup nourri. Voilà, vous n'avez pas à faire à la lettre ce que vous apprenez ici. Vous adaptez avec votre situation. Vous n'avez pas à faire à la lettre. Et il y a des couples qui sont rentrés du village des Bruniers. Le monsieur a voulu faire quelque chose. Elle a dit, alors, une leçon du village des Bruniers? Non, je ne veux pas. Alors je dis, mais vous n'avez pas à faire exactement. Par exemple, le matin, ce n'est pas un nouveau départ, mais le matin, en mangeant ensemble, soudain, vous arrêtez, vous regardez votre femme. Comme c'est merveilleux. Quand on commence la journée avec nous deux, manger ensemble. Et je vois, vous n'avez pas utilisé les mots du village des Bruniers. Je te regarde comme si j'aperçois la première fois, si belle, si fraîche, c'est formidable. Voilà. Il n'a pas à répéter. Voilà, premièrement, appréciation. Non, inventez votre propre pratique dans la lignée du nouveau départ. Et bon, dans un endroit où on est en train sur le train ensemble, on rentre en Allemagne. C'est bien que je voyage au village de Brunier avec toi. Merci, tu es formidable. Donc ce sont des appréciations. Vous n'avez pas à imiter 100% ce qu'au village de Brunier on vous a partagé. Faites votre propre direction et dans la lignée de renouvellement, votre relation, rafraîchir votre relation. Comment aider quelqu'un qui ne prend pas soin de lui? Il travaille tout le temps avec son computer, il ne fait pas de pause dans le travail, il a une alimentation déséquilibrée parce que c'est sa nourriture. Et alors, comment faire? Il n'aime pas son corps. Mais il faut faire une pause et regarder profondément votre définition de l'amour pour vous-même. L'amour pour vous-même, vous êtes une personne qui est très correcte. Vous mangez, vous travaillez, vous vous arrêtez, vous détendez. Ça, c'est excellent. C'est une personne classique. Mais votre partenaire n'est pas nécessairement une personne classique. Mais s'il oublie de faire cela, parce qu'il a une passion de terminer ce travail, et vous ne pouvez pas dire que c'est l'heure de repos, arrête-toi. Il ne peut pas.
Parce qu'il est en train de terminer un travail très passionnant, et il faut qu'il finisse. Alors, on fait ping, c'est l'heure de repos, mais je sais que tu es entraîné par ce qui est très intéressant. Continue. Mais quand tu termines, on peut se reposer ensemble avec une tasse de thé ou une tasse de café. Donc, on n'a pas à forcer l'autre, mais on fait un petit peu de notre côté sans forcer l'autre de faire 100% de ce que vous avez fait. Par exemple, dans mon cas, moi j'ai beaucoup de compassion pour mes amis, parce que je suis allée au Vietnam récemment pour apporter des cadeaux pour les victimes des inondations et tout ça à Tanoa. Et j'ai apporté, je vais distribuer 2 jours des cadeaux pour les victimes. Et il y a 146 personnes à Hanoï qui veulent me joindre pour distribuer. Et je dis que non, c'est pas possible. Je vais distribuer ici 200 cadeaux, ici 150 cadeaux, ici 300 cadeaux. Et les gens qui me joignent, c'est que 145 personnes, c'est trop. Alors finalement, on a réduit à 80 personnes qui suivent avec moi. Ils ont loué leur propre voiture, ils ont fait tout sans déranger, mais il veut me suivre. Donc après la distribution des dons, après un repas frugal au temple, et j'ai dit, c'est l'heure de méditation, de relaxation totale. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont suivi parce qu'ils ont écouté ma relaxation totale dans YouTube ou quelque chose comme ça. Ils ont tellement aimé. Alors, c'est un don, c'est un cadeau pour répondre à leur gentillesse. Je ne peux pas dire que non. Et mon intendant, sœur, vous êtes réveillée très tôt le matin, on a fait un long voyage, et vous distribuez les cadeaux, et vous faites ceci, et maintenant vous offrez la relaxation totale alors que les autres se relaxent et vous travaillez encore. J'ai dit, mais c'est ma nourriture. Je sens plus heureux d'offrir ce que mes amis ont besoin, plutôt que de manger. J'ai mangé très peu, ça va, mais quand j'ai offert la relaxation totale, tout le monde est content. Alors c'est ma nourriture. Et après ça, je me repose plus tard. Mais il ne faut pas arrêter votre mari pour dire tu ne peux pas faire cela, tu n'aimes pas ton corps, Mais quand j'ai offert ça, j'ai aimé mon esprit, j'ai aimé mon corps aussi. Mais je sais ma limite. Donc il ne faut pas forcer votre mari de faire comme vous voulez, mais en le rappelant gentiment, tu sais, tu as travaillé depuis telle heure jusqu'à telle heure. Et après, tu vas terminer, le travail a terminé. Après ça, reste un moment, donne-toi 5 minutes seulement. Et on dit gentiment, il le fera. Et la nourriture qu'il mange n'est pas les nourritures nourrissantes. Et il mange trop de café, trop de ça, trop de ça. Non, il ne faut pas manger comme ça, c'est très toxique. Et il va vous dire, allez, va-t'en, je n'ai pas besoin de tes conseils. Vous mangez le non-toxique, de la nourriture non-toxique à côté de lui. Je me réjouis, comme ça. Vous l'êtes comme ça, et laissez-lui de choisir. Mais il est quelqu'un d'adulte, il n'est pas un enfant. Donc, vous, gentiment, vous faites l'exemple de gentillesse. Avec gentillesse, vous vous comportez différemment que lui. Au lieu de manger des produits toxiques, je dis, tu sais, j'ai aussi besoin du café, mais j'ai pris du café avec une sorte de champignon, j'ai oublié, retchi ou quelque chose comme ça. C'est moins toxique et c'est bien. Et c'est moins bien que le café ordinaire. Mais je m'entraîne pour pouvoir ne pas trop intoxiquer mon corps. Et vous dites comme ça, c'est à elle ou à lui de décider. On n'a pas à forcer. Et surtout, on est tous adultes. Et surtout, on est très fort. Un homme très fort ou une femme très forte, on ne peut pas la forcer de faire comme vous voulez.
On le respecte, mais on fait un exemple différent, gentiment, avec beauté. Il va vous appeler. Comment se préparer psychologiquement pour faire face à un bouleversement écologique? C'est dur. J'ai seulement une expérience. Chaque fois qu'au Vietnam, ça fait 50 d'années, chaque fois qu'au Vietnam, il y a des bouleversements écologiques, des inondations trop grandes, 5 provinces avec des milliers de personnes, avec leurs habitations tous inondées. Ça arrive seulement chaque 20 ans ou 30 ans ou 40 ans. Et chaque fois qu'il y a une inondation, des typhons comme ça, il y a beaucoup de dégâts et je dois rassembler des fonds, je sollicite 10 €, 20 € et je vais envoyer au Vietnam. Mais ce jour-là, j'ai écouté, on voit la météo. La météo a dit qu'il y a un grand typhon aux Philippines, très grand, qui va traverser l'océan et arriver au Vietnam et va toucher 7 provinces du Vietnam. Mais il y a 2 jours pour que le typhon passe de la Philippine jusque-là. Alors ça, j'ai le temps. Alors je me suis dit, le temps, c'est-à-dire le temps de méditer, je fais comme ceci. Je reste assis sur mes jambes et me concentrant, j'inspire, je me calme, j'expire, je relâche des tensions. Je ne pense ni à droite, à gauche, j'arrête ma dispersion. Je retourne à mon point de paix, de concentration et d'amour en moi. Et je pense que dans l'univers, il y a des milliers de sentiments d'amour, de compassion aussi. J'ai essayé d'envoyer mon amour pour joindre dans l'univers les milliers des sentiments d'amour, de compassion. Et je vais essayer de penser qu'au Vietnam, quand la météo a annoncé comme ça, il y a 6 provinces qui seront détruites à cause du typhon, de l'inondation. J'en suis sûre que là-bas, il y a des bouddhistes qui prient Avalokiteshvara, il y a des catholiques qui prient Dieu, Mère Maria, la mère de Jésus Maria, il y a des personnes qui prient différentes sortes, mais seulement des énergies de compassion, de grandeur et de bonté. Et ça fait une grande énergie. Ça vient de moi, ça joint les énergies de l'univers, ça joint les énergies de 6 provinces du Vietnam, ou 42 provinces du Vietnam, pour pousser de telle sorte que le typhon, au lieu d'approcher le Vietnam, se détourne un petit peu vers l'océan. Et je ne prie que le détour du typhon se détourne vers l'océan au lieu de ces 6 provinces. Et ça marche. Parce que j'ai 3 jours à faire cela et je fais la méditation toute la journée. Je mange très peu, je fais comme ça. Et on a dit, le typhon n'a pas touché 6, mais il a frôlé seulement le 7e et se tourne vers la mer de Chine. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai essayé de mes propres moyens en utilisant l'énergie de compassion de tout l'univers, de vous tous, des personnes au Vietnam. Et je pense qu'avec ça, ça peut changer un peu la situation collective.
Maintenant, c'est mon devoir de partager ce qui est, comment transcender la mort, la peur de la mort. Il faut que vous appreniez la première leçon du Bouddha. Je suis de nature d'être malade. Je ne peux pas éviter les maladies. Ça, c'est normal, tout le monde. Même si vous avez un corps très robuste, quand même, vous aurez moins de maladies, mais vous aurez quand même des maladies. Vous êtes un être humain, vous êtes de nature d'être malade. Vous ne pouvez pas éviter les maladies. Deuxième prise de conscience, je suis de nature de vieillir. Je ne peux pas éviter la vieillesse. Troisièmement, je suis de nature de mourir. Je ne peux pas éviter la mort. Même le Bouddha est décédé, même Jésus-Christ, même Mahomet, tous doivent décéder. Je suis de nature de mourir. Je ne peux pas éviter la mort. Quatrième prise de conscience. Quand je laisse tout, c'est-à-dire mon corps, mon esprit, je pense que je vais abandonner tous pour mourir, je continue à emporter avec moi les fruits de ce que j'ai fait dans le passé, dans le présent, et c'est-à-dire les cruautés que j'ai vécues dans le passé, ça me suivra. Les méchancetés, les cruautés, mais la bonté, la compassion, le pardon que j'ai fait, ça me suit aussi. Et donc, maintenant, dans la psychologie bouddhique, beaucoup de maîtres nous enseignent que quand vos yeux sont morts, vos oreilles sont mortes, votre nez est mort, vous n'avez plus des organes de sens, votre corps est mort, mais il y a quelque chose qui reste, qui n'est pas encore mort tout de suite, mais ça va chercher des conditions pour mourir aussi. Et c'est la partie, la conscience des tréfonds. La conscience des tréfonds était parcours. Et moi, souvent, je me suis dit, j'aime beaucoup le Vietnam, j'aime beaucoup les actions humanitaires pour les enfants misérables, pour les gens misérables au Vietnam. Mais comme je suis en France et je voyage, et souvent, ça fait longtemps que je ne suis pas retournée au Vietnam, et si j'ai un accident de voiture, je serai morte. Ou irais-je aller au Vietnam, c'est pas, ça fait 30 ans ou 40 ans que je n'étais pas là. Mais parmi mes amis, il y a un couple qui m'a beaucoup aimé, qui a parlé beaucoup d'être avec moi pour faire ce travail, mais elle vient d'être enceinte, peut-être. Je vais entrer tout de suite, parce que ma conscience profonde doit chercher un soutien. Et ce soutien, mais ce couple est très gentil avec moi, très proche de moi, a fait beaucoup de choses ensemble. Pourquoi ne pas entrer dans le fœtus? Et quand je serai née, bon, le petit enfant a des yeux bleus. Je n'ai pas des yeux bleus, mais le couple, parce que les conditions, je contribue ma partie, mais le couple, il a leur propre partie. Donc, il a amené au fœtus aussi les beautés, les faiblesses de lui, d'elle, du côté paternel et du côté maternel. Donc, j'ai les yeux bleus, j'ai les cheveux blonds, et puis je parle très bien le français. Je ne connais pas le vietnamien du tout, mais un jour, quand mes parents parlent, le village est Prunier. Ah oui, je veux aller au village des Prunier. Mais la petite, qui est trop petite, mais on accepte seulement à 6 ans, tu as seulement 3 ans. Non, je veux partir au village des Pruniers, maman. Quand je suis allée au village des Pruniers, je sens familier à tous. Ah, les nems, ça j'aime. Ça j'aime. Ça, je n'aime pas. Non, parce que la conscience, les tréfonds, j'ai toutes ces expériences vécues
d'une sœur du village des Pruniers, donc quand je suis arrivée, je connais tout. Et puis, ce n'est pas par imagination, ça existe. Il y a un cas où une sœur assez âgée, elle a sa petite fille, la fille de son fils, est vietnamienne, née aux États-Unis, mais à l'âge de 3 ans, elle a voulu apprendre le coréen. Et elle ne connaît pas pourquoi, mais la petite fille de Chiko Thawongim a toutes les qualités de cette Chiko, c'est-à-dire très gentille pour les pauvres, fait ceci, cela, pour le service des autres, mais son seul attachement, c'est la Corée. Et il veut apprendre le coréen. Aux États-Unis, il y a des quartiers coréens, des quartiers vietnamiens, dont leurs parents leur ont donné la possibilité pour la fillette d'apprendre le coréen. À 9 ans, elle a dit « Je veux aller en Corée ». Et pourquoi? Il y a plein de pays. Le Vietnam, pourquoi ne pas? Non, la Corée. Et quand ils sont arrivés avec les parents comme touristes en Corée, ils ne connaissent personne. Ils sont venus dans un hôtel et la petite a commencé à lire le coréen, le journal. Bien sûr, tant bien que mal. Mais elle a vu les publicités. Oh, je veux aller voir ce théâtre. Mais c'est un théâtre très ancien. Au Vietnam, c'est comme le Hat Boy, c'est-à-dire on ne joue plus, mais de temps en temps on joue. Et elle a dit, je veux aller voir cet acte de théâtre. Et les parents, et aussi à l'hôtel, on a dit que tu ne comprendras pas, ton coréen est trop pauvre. Elle a dit, si, je veux. Et ils sont venus, et au théâtre, elle est restée à côté, elle a expliqué tout à sa maman, à son papa. Tu sais, ce sera comme ça. Parce qu'elle a dû être une ancienne actrice ou acteur de ce théâtre. Donc, pour vous dire que... Mais quand j'ai partagé la non-peur de la mort, ou visualisé un océan avec des vagues qui montent, qui descendent, mais si la vague est consciente que sa vie ne dure que durant la montée et durant la descente, elle ne voit pas profondément que le contenu de la vague n'est pas mort. Le contenu de la vague, c'est l'eau, est en train d'entrer dans un deuxième, un troisième, un quatrième vague. Donc nous avons vu un garçon de Bordeaux qui est venu au village des Pruniers à l'âge de 8 ans, mais il a appris très vite l'enseignement de Thaï. Oh, il voit les pruniers, oh, je garde un petit tirelire pour garder les sous, les centimes, pour planter des pruniers pour les enfants qui ont faim. Je marche seulement dans la pleine conscience. Et si je cours, c'est aussi dans la pleine conscience. J'inspire, j'expire. Mais il connaît par cœur les enseignements de Thaï. Mais et aussi, il est un petit-fils très, très pieux vis-à-vis de grand-mère. Et chaque matin, il téléphone à grand-mère pour dire « Comment vas-tu, mémé? Tu as bien dormi? Comment tu manges ?» etc. Et quand il est décédé, on a découvert qu'il a un cancer, une leucémie. Il est décédé dans 3 semaines. Et quand il est décédé, toutes les qualités de lui sont entrées dans son jeune frère, dans son cousin de la famille de la 8e tante, de la 7e tante. Ils sont entrés. Et la grand-mère est surprise de voir un garçon, un petit-fils d'une autre branche de ses enfants. Elle dit, « Grand-mère, comment vas-tu? Tu as bien dormi? Ce samedi, je dirai à mes parents de nous amener pour vous voir, vous, et rester avec vous une journée, exactement comme l'autre. » Et la grand-mère est très surprise. Et un autre cousin a dit autre chose, il garde les sous, les centimes pour les enfants qui ont faim. L'autre a dit, maintenant, je ne fais que marcher dans la méditation. Je me calme, je relâche, je souris, je suis libre. Donc, il n'est pas mort, mais les conditions étaient insuffisantes, peut-être durant la guerre. Leurs familles ont reçu quelque chose sur les produits chimiques et qu'ils ont
un effet secondaire de l'agence Oran qui le rend avoir de la leucémie, même s'il est installé en France les 3 dernières années, mais ça ne suffit pas et il doit être décédé. Les conditions n'étaient plus suffisantes pour qu'il puisse garder ce corps. Il continue à garder ses qualités dans les autres amis aux alentours. Voilà. Et une autre expérience, j'ai seulement des expériences vécues des gens qui ont pratiqué. Et c'est à vous de choisir les expériences qui vous aiment. Thầy est présenté à quelqu'un, un monsieur, et soi-disant bouddhiste, mais ne pratiquant pas la méthode offerte par Thầy. Et ce monsieur était très pâle. Son nom est An Hoàng Phúc. Et ses cheveux ont perdu, il a perdu tous ses cheveux parce qu'on a dit qu'il a la leucémie et il a perdu, on a fait passer 62 chimiothérapies. Et ça n'aide pas. Son cas est devenu de plus en plus grave. Et il va mourir, on a dit que dans 2 jours ou un maximum 2 semaines. Et qu'est-ce que vous allez nous enseigner, Thầy? Et Thầy a dit, il y a une fois, il y a trop de terrorisme dans l'aviation et tout ça, et je me suis dit que si je suis dans l'avion, et si un terroriste est là, a dit qu'il faut que vous volez dans cette direction de la Maison Blanche pour que je puisse faire ceci, cela, et l'aviateur ne peut pas le faire, le pilote ne peut pas le faire, alors il va exploser l'avion. Et Thầy a dit, dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Je dois me préparer à pratiquer. J'inspire, j'expire, je me sens comme une fleur, je suis fraîche, je me sens solide comme une montagne, je suis solide, montagne, je suis l'espace, libre, espace libre, bon, l'avion va exploser et je serai l'espace libre, je serai la montagne solide, je serai les fleurs et ce que je ferai. Et ce monsieur n'a appris seulement que ça. Il n'était pas mort pendant 6 mois et sa femme l'a mené à l'hôpital et l'hôpital a dit, je ne vois plus les cellules cancéreuses. Il y en a, mais très peu, pas comme dans le passé. Peut-être. Vous êtes guéri. Et un mois après, totalement propre, les cellules cancéreuses. Et qu'est-ce que vous avez pris comme médicament? Rien. La méditation bouddhiste. Mais il n'a pas fait même une méditation assise. Et quand je l'ai rencontré, il a dit, vous savez, Thầy m'a enseigné seulement une leçon, fleurs fraîches, montagne solide, espace libre. Alors ce jour-là, j'étais trop fatiguée. Je me suis préparée pour mourir. Mais je sais que si j'annonce que je vais mourir, ma femme sera paniquée, les enfants se tournent autour de moi et je n'aurai pas de paix. Alors j'ai embrassé ma femme, mes enfants, calmement, et je me prépare à mourir. Je m'habille bien, je m'allonge et je prépare à mourir. J'inspire, je me calme. J'expire, je relâche les tensions. J'inspire, je me sens fraîche comme une fleur. Je me sens solide comme une montagne. Je suis l'espace libre. Fleur fraîche, montagne solide, espace libre. Et je m'affaissais dans un sommeil de 6 heures. Et après ça, je me suis réveillée plein de formes bien portantes. Et je dis, voilà, la clé. Et depuis, chaque fois que je me sens un peu fatiguée, je m'allonge et je prépare je dis à ma femme, ne me touchez pas, laissez-moi reposer un petit moment. Et je me sens fleur, fraîche, montagne, solide, espace, libre, fleur, fraîche.
Et je m'affaisse dans un sommeil et je me suis réveillée plein de force. Et c'est comme ça que tout doucement, j'ai grimpé la pente de bien-être. Et c'est la non-peur de la mort qui l'a sauvé, je pense. Parce qu'il a dit, en tout cas, je vais mourir, mais je vais mourir pour devenir fleur, pour devenir montagne, pour devenir espace, c'est pas mal. Donc il n'a pas peur. Et après ça, maintenant, avec ma connaissance, j'ai vu beaucoup de cas où on a un cancer mortel déjà, mais parce qu'elle a déjà accepté la mort. Ça ne veut pas dire que vous n'acceptez pas la chimiothérapie. Si le médecin a dit il faut combien de temps de chimiothérapie, il faut le prendre. Il ne faut pas dire oh maintenant j'inspire espace libre et je serai guéri. Non. Si le médecin a dit qu'il faut faire ceci, il faut le faire. Mais toujours revenir au moment présent pour être. Et Hoàng Phúc a dit la même chose. D'ici au prochain chimiothérapie, j'ai très mal. Et je pense, il y a encore 5 jours, je vais aller à l'hôpital. 4 jours et 3 jours. Et chaque jour, ça me tue. Ça tue mes sentiments de bien-être. Donc, il faut totalement vivre le moment présent. Je me calme, je relâche, je souris, je suis libre, seulement le moment présent. Et vendredi sera vendredi, mais aujourd'hui c'est lundi, on n'a pas à penser que vendredi, je vais endurer toute cette chimiothérapie terrible. On ne pense pas à vendredi, on vit totalement dans le moment présent. Et tant pis, à la chimiothérapie, vous suivez votre respiration toujours, je me calme, je relâche, je souris, je suis libre. Et il y a beaucoup de cas, quand j'ai vu au Vietnam, à Hanoï et dans les autres endroits, ils ont dit la même chose. J'étais condamnée à mourir de suite, mais j'ai vécu déjà 8 ans, d'autres ont dit j'ai vécu déjà 13 ans. Et Hoàng Phúc, il a vécu pendant 6 ans, et le cancer ou quelque chose qui n'est pas bien dans votre corps, parce qu'il y a un manque d'équilibre. C'est pourquoi il faut rétablir cet équilibre, cette non-peur en vous d'abord. Et on soigne. Si on doit prendre ce médicament, on le prend. Mais l'important, c'est ici, la non-peur de la mort, la non-peur, et je suis prête à faire face de tout, dans le calme, dans la joie, dans la paix. Je n'ai pas à m'inquiéter. Et c'est comme ça et quand après 6 ans, il a repris son travail d'ingénieur. Il est aussi un compositeur. Il a composé beaucoup de très belles chansons de pratique que j'ai encore chantées. Le soir, quand j'ai fait la relaxation totale pour vous, j'ai chanté beaucoup des chansons composées par Hoàng Phúc. Mais il a une gap dans sa vie parce que lui et sa femme ont des points qui ne sont pas communs. Ils se disputent tout le temps. Alors, après la maladie, il se dispute moins, mais quand il est de nouveau en bonne forme, il n'accepte pas qu'il travaille comme ça, il n'accepte pas qu'elle serait comme ça. Et encore des disputes. Et un jour, elle a quitté la maison, sur le point de quitter la maison, elle est tombée malade de nouveau. Et il a essayé de restaurer la vie simple, saine, comme il a eu, et il a remonté la pente. Et quand il est trop fatigué, espace, libre, montagne, solide, fleurs fraîches, et ça marche. Mais au 13e année, on m'a téléphoné, Chico, Hoàng Phúc, il va mourir. Parce qu'il s'est disputé avec sa femme, et sa femme est partie, on ne sait plus où elle est. Elle est décédée même avant le retour de sa femme. Et donc, quand vous avez une maladie comme ça, ça prouve que dans votre être, il y a un manque d'équilibre. Il faut rétablir l'équilibre, l'harmonie, la pratique. Et la meilleure façon, c'est de revenir à une simple. Il y a plusieurs chansons de pratique, mais si vous appréciez cette chanson, Fleurs fraîches, montagne solide, ou bien je suis arrivée, je suis chez moi,
dans ce que vous aimez le plus, ou le bonheur c'est maintenant. Je veux m'entraîner à être heureux, à toucher les choses positives maintenant, et ici, et ne pas penser à des difficultés, et établir et choisir et rééquilibrer votre vie. Et ça, je pense que ça aide beaucoup. Mais il y a des cas où, comme je vous ai dit, quand vous allez partir, votre corps sera mort, votre esprit va mourir, mais votre esprit va emporter avec vous le fruit de vos actions. Et le fruit de vos actions, parfois les actions, on n'a pas un moi séparé. Mon moi est lié avec le moi de mon père, de ma mère, de mon environnement. Donc, je vois le fruit d'action de mon père. Était né d'une famille de paysans, mais mes grands-parents sont très généreux, des très bons paysans, généreux, formidables. Mais les premiers jours de défrichage du Vietnam, parce que le Vietnam Sud, plein de forêts, beaucoup de poissons abondants, beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'animaux sauvages à manger. Et mon grand-père a tué beaucoup d'oiseaux mangeables que les gens aiment beaucoup frire tout petit. Et chaque fois, mon grand-père, on m'a raconté, je n'ai pas vu, mais mon grand-père a un grand filet, très grand comme la moitié de cette chambre. Il a fait comme ça, et 2 heures après, il tire, il a plus de 1000 oiseaux. Et il fait des petits un filet qui lit 20 oiseaux, il vend au marché 20. Et donc, il tue beaucoup d'oiseaux. Mais mon grand-père vit jusqu'à 98 ans. Et les autres enfants de mon grand-père vivent jusqu'à 90, 85, 87. Mon père a tué. Il n'a pas payé les fruits. Mais c'est mon grand-père. Mais c'est mon père qui a payé. Pourquoi ? Mon père est quelqu'un qui quitte la campagne pour venir en ville. Il a des études en ville. Il a gagné une bonne vie en ville. Et quand on a une bonne vie, on génère des habitudes non positives. Par exemple, quand votre enfant a atteint l'âge d'1 an, il fait un petit porc cochon de lait rôti. Il tue un cochon de lait rôti pour offrir un dîner pour toute la famille. Et c'est pas cher, c'est bien, c'est des plats spéciaux qui ne ressemblent pas aux autres fêtes. Donc, à 6 ans, on a un autre cochon de lait rôti. À 12 ans, un cochon de lait rôti. Il a 9 enfants. Donc, combien de cochons de lait qu'il a tués? Et moi, je me sens très embarrassée quand j'ai seulement le brevet au 3e. Là, au Vietnam, au 3e, on passe aussi un certificat et un autre cochon rôti. Et à mon premier bac, première partie, un autre cochon rôti. Deuxième bac, alors un autre cochon rôti. C'est trop. Et en ce temps-là, je ne connaissais pas le bouddhisme. Mais mon père a été décédé par accident à l'âge de 60 ans. 60 ans, quelqu'un a proposé une injection anti-allergique contre les toux allergiques. Et mon père a dit, pourquoi pas? Bon, il a offert, mais c'est une injection, doit être sous-cutanée. On a injecté l'intramusculaire. Et dans 3 heures, tous les veines, les artères de mon père, elles sont éclatées. Il a les joues roses. Oh, c'est une belle mort. Mais 6 heures après, tout est noir, parce que toutes les veines, les artères sont éclatées. Et mon père est très bon. Il aime beaucoup les paysans. Il donne du travail. Il a acheté la terre des riches et il a vendu en petites parcelles à chaque paysan qui travaille pour lui. Et donc, pourquoi il doit mourir comme ça?
Et je ne peux qu'expliquer parce qu'il doit payer les mauvaises actions de notre grand-père. Et s'il a un bon travail, un bon revenu, il doit faire ailleurs autre chose que seulement que manger tous ces porcs, ces cochons de lait rôti tout le temps. Donc c'est mon père qui paie tout ça. Donc si parmi d'entre vous, il y a une personne qui a dit « Pourquoi j'ai un papa terrible? Pourquoi j'ai une maman terrible ?» Peut-être des vies antérieures. Peut-être c'est vous, ou je ne sais pas, qui ont des dettes à payer. Et mon père a payé les dettes, les tueries de mon grand-père. Et donc, si vous pensez que « Oh, pourquoi j'ai un père alcoolique, méchant et tout ça, alors qu'elle a un père formidable ?» Et vous pensez que, oui, j'ai eu des dettes dans le passé et je dois payer avec le cœur ouvert, avec acceptation. Et je vais traverser cette dette et je grimpe la côte pour la beauté, pour la spiritualité. Et c'est seulement ça. On n'a pas à se plaindre. Et il y a un couple très, très heureux. Il est ingénieur vietnamien, mais installé en Allemagne. Sa femme est aussi une médecin, très bien. Et ils ont donné naissance à une handicap. Le jeune couple a seulement un enfant, c'est un handicap. Et ils se sont désespérés. Elle a dit, pourquoi moi? Pourquoi mes sœurs sont plus méchantes que moi? Et pourtant, elles ont des enfants comme il faut. Et moi, j'ai un enfant handicapé. Et j'ai regardé profondément avec eux. J'ai dit, vous savez, le fruit de vos actions, ça ne répercute pas à vous, mais peut-être à vos enfants, les générations à venir, comme mon père a reçu les actions que mon grand-père a fait, mais parce que mon père a fait quelque chose, qu'il a reçu cela. Alors vous, peut-être parmi les descendants des personnes, vos ancêtres qui ont fait cette gaffe, cette méchanceté que vous devez payer un jour, mais ils ont cherché parmi les descendants, il y a seulement vous deux qui sont des gens formidables, de bon cœur. Vous êtes installés en Allemagne où on s'occupe des handicapés. Vous avez beaucoup de moyens pour s'occuper des enfants handicapés, alors que s'ils ont choisi 2 enfants au Vietnam ou dans un pays très sous-développé, le Cambodge, en ce temps-là, alors ils n'ont pas de chance. Donc ils ont choisi vous deux parce que vous êtes les meilleurs. Parce que nous sommes les meilleurs. Parce que je suis les meilleurs dans une situation meilleure pour réparer toutes les mauvaises actions de mes ancêtres. Et alors, ils ont accepté avec joie. Et toute la famille a dit, qu'est-ce que ça a dit pour qu'ils sont devenus si joyeux après la retraite au village Ébrunier. Ils sont rentrés, ils s'occupent de l'enfant avec amour, avec joie, et les emmènent pour suivre une école pour les handicapés, tout ça. Si on sait qu'on accepte de payer les dettes de nos ancêtres avec bonté, avec générosité, pourquoi pas? Alors vous n'avez pas à vous plaindre. Dans le soin palliatif, les gens qui n'ont aucune chance de continuer à vivre, mais ils ont dû accepter des douleurs terribles. Ça arrive, et on a discuté si on accepte l'euthanasie ou non et tout ça. Et j'ai un cas aussi, j'ai vécu 80 ans déjà, donc j'ai beaucoup de cas à rapporter à vous. Ce sont des cas, des vrais cas. Ma sœur, ma deuxième sœur, l'aînée est décédée très jeune, mais c'est celle-ci comme ma sœur aînée. Elle était installée aux États-Unis
Et elle a des maux du foie et finalement, comme tous ses enfants sont médecins, ils ont pu changer pour elle un foie, un nouveau foie. Bien important. Mais le seul problème, c'est qu'on doit avoir peur du rejet, parce que votre corps ne peut pas accepter de nouveaux organes. Et dans les 2 premières années, quand elle a enlevé le foie, mettre une greffe d'un autre foie, et nous avons beaucoup prié, elle l'a demandé, et j'ai demandé au village et Prunier de prier pour elle. Donc après la greffe, 1 an, elle a l'air bien portant. Elle est venue au village et Prunier pour remercier les frères et les sœurs d'avoir offert les chants pour elle. Et elle rentre aux États-Unis. Et au 2e année, elle a arrêté les médicaments pour adapter avec le nouveau corps. Et le corps commence à rejeter. Et quand le corps de la malade décide de rejeter la greffe, c'est très dur. Elle a hurlé comme si les vaches ou les bœufs envoyés à l'abattoir. Ce n'est plus une voix humaine, ce que j'ai entendu de ma sœur. Et ces enfants sont des médecins, ils ont peur. Mais cet état n'ont pas le droit d'injecter quelque chose pour qu'elle puisse mourir. Alors, j'ai entendu dire cela, je vais essayer. J'ai amené un CD, Namo Avalokiteshvara, mais en vietnamien. Namo Bota Quang Te Am. C'est des chants en vietnamien du Avalokiteshvara. Quand elle est venue au village et Prunier pour remercier les frères et les sœurs, elle a vu que nous avons chanté ensemble. Elle s'est assise. Elle a aussi appris à réciter Namo Avalokiteshvara en vietnamien. Et donc, au moment où elle a beaucoup de peine dans son corps, j'ai mis un CD et j'ai mis les écouteurs, et j'ai élevé le volume. Au début, là, elle fait comme ça, et ses yeux touchent mes yeux. Et comme si elle a touché mes yeux, ça veut dire qu'elle reconnaît que sa jeune sœur est là, pour la soutenir. Donc il y a une petite confiance déjà, et puis elle entend Namo Bota Quang Te Am. Elle a entendu. Et elle s'arrête de hurler, et comme si elle prie en même temps avec l'autre. Et c'est le silence, c'est le calme, c'est la paix. Elle a resté en paix pendant 7 heures, et puis on change les médicaments. Quand on a changé les médicaments, on doit enlever les écouteurs, et puis on met les écouteurs, elle se calme. Et pendant 7 jours de suite, elle s'en va dans la paix, dans le calme. Donc on dit qu'on change le CD. Cela ne veut pas dire que vous allez mettre ce CD à des personnes proches de vous qui sont malades ou bien dans les soins palliatifs. Il y a des personnes qui ont tellement souffert. Il faut savoir son arrière-plan. Si on sait qu'elle est catholique, qu'elle est un enfant de cœur, donc il faut chercher les chansons chrétiennes dans l'église pour la faire écouter et pour qu'elle se sente dans cette grande harmonie des enfants, des gens qui chantent les chansons chrétiennes, les chansons à l'église pour la calmer. Et ça, on appelle changer le CD. Et la dernière chose à partager, c'est il y a un monsieur qui est venu à notre retraite. Dans les retraites, l'enseignement de taille est général, mais nous divisons parfois en groupes chagrin, perte, mort. Un autre groupe, un couple divisé, difficulté de relation en couple. Un autre couple, difficulté de soigner les enfants,
etc. Et donc, j'ai choisi le groupe de soins des gens qui sont morts, des pertes, des proches. Et il y a un monsieur qui a dit, sœur, je déteste Dieu, je déteste Bouddha, je déteste tous, parce que je suis méchant, je ne suis pas gentil du tout, et il me laisse vivant. Et ma femme est une personne formidablement gentille. Elle a une vie très saine, très gentille, très beau, très belle. Et pourtant, Dieu l'a enlevée. Je déteste Dieu. Je déteste aussi le Bouddha, parce qu'il pense que Dieu, c'est comme le Bouddha. Alors, je lui dis, monsieur, vous détestez Dieu, vous détestez Bouddha, pourquoi vous venez à cette retraite? Il a dit, il y a 5 ans, il était à Vermont, l'État Vermont aux États-Unis, côte Est. Elle dit, oui, parce qu'il y a 5 ans, j'ai vu un avertissement, une publicité qui dit que Thich Nhat Hanh est de passage à Vermont et si vous aimeriez participer à une retraite de 5 jours avec lui, inscrivez-vous à telle adresse. Et ma femme m'a demandé, est-ce que tu peux me donner 5 jours d'être ensemble avec moi dans cette retraite avec Thich Nhat Hanh? C'est quelqu'un qui est très sage. Mais il a dit non. Moi, je te donne tous, mais pas me forcer d'arrêter mon travail. Il a 2 compagnies. Il a beaucoup de succès. Mais ma femme, bien sûr, elle est allée toute seule. Mais ma femme, après 3 ans, elle a attrapé un cancer des poumons. Elle est décédée dans 3 semaines. Elle est partie. Mais elle est quelqu'un de très saine, très bonne, formidable. Et si on doit enlever quelqu'un diabolique, c'est moi, pas elle. Et pourtant, il n'est pas juste le bon Dieu, ce Dieu-là. Alors, je dis, messieurs, et pourquoi vous inscrivez à cette retraite? Oui, parce que je me suis rappelé les paroles de ma femme qui a dit qu'il faut que nous ayons ensemble. Et j'ai dit, voilà, vous êtes venus ensemble avec elle. Et vous payez seulement 1 place. Et vous êtes venus en 2. Ah oui, c'est vrai. Parce que sans elle, vous n'iriez pas à cette retraite. Oui. Alors, elle est actuellement en vous. Regardez profondément en vous. Revenez à votre souffle. J'inspire, j'expire, je me calme. Ne pensez à rien, sauf à votre inspire et expire, jusqu'à ce que vous sentez paix, calme, clarté d'esprit, et vous allez voir votre bien-aimé en vous, et vous allez demander à votre bien-aimé, qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Maintenant, j'ai abandonné les 2 compagnies, je suis libre avec toi. Il m'a regardé, mais ça l'a touché. Et puis, je ne sais pas si ça aide, mais 3 semaines après, je l'ai vu quelque part dans une autre retraite, parce que quand elle voyage aux États-Unis, une retraite dans cet État, une retraite dans un autre État, je l'ai vu. Ah, une retraite, ça ne vous suffit pas? J'ai du travail de maison à vous offrir. J'ai fait un bon travail de maison, homework. J'ai fait déjà un travail de maison. Je suis revenue à mon souffle, je suis revenue à la présence de ma femme et je lui ai posé, qu'est-ce que tu veux qu'on fait ensemble? Alors, soudain, je me sens inspirée de relire son journal où il y a beaucoup de poèmes. Ah, ce poème,
Elle m'a lu une fois, je n'ai pas fait attention. C'est un très beau poème. Maintenant, j'écris des poèmes. Il me donne beaucoup de poèmes écrits par lui, mais j'ai écrit avec ma femme. Et j'ai dit, c'est pas mal, très bien. Et puis elle est contente, voilà. Je voyage toujours avec un billet d'avion pour 2. Une place pour 2. Et puis, 5 semaines après, avant notre départ, avant de quitter les États-Unis, je l'ai vu de nouveau. Sœur, j'ai un travail de maison à vous offrir. J'ai dit, quoi? J'ai entendu dans ma méditation de sentir la présence de ma femme, et ma femme a dit, je t'ai dit toujours que j'ai rêvé de revenir au Brésil. Et souvent dans le passé, j'ai dit, mais à quoi sert? Parce que j'ai fait venir déjà tes parents, j'ai fait venir déjà tes sœurs et des frères, donc c'est pas la peine de revenir au Brésil, on est tous aux États-Unis. Mais elle a dit, non, j'ai une cousine de ma mère, assez pauvre, mais elle a habité dans ce coin près de la mer, et elle m'a offert une sorte de maïs grillé très bon. Et j'aimerais passer du bon temps avec la cousine de ma mère. Elle est assez pauvre, mais elle a un généreux cœur qui m'a offert des maïs grillés et on met un peu de beurre sur le maïs, c'est excellent. Alors, je me suis rappelé ce qu'elle a dit. Pourquoi pas? Alors, j'ai voyagé au Brésil, un seul billet, 2 personnes. Je suis arrivée et j'ai visité la cousine de sa maman et on a mangé du maïs grillé, très bon, et je me sens bien de voyager avec elle. Et puis, voilà. Et 2-3 ans après, je l'ai vue en Indonésie. Mais vous n'avez pas de relation en Indonésie? Non, mais ma femme a dit, pourquoi avoir tant d'argent? Il faut voyager, il faut se réjouir de la vie, et si on se réjouit avec la pratique, c'est encore mieux. C'est pourquoi je fais le vœu que dès que Thay voyage, où je vais joindre pour être avec Thay et avec ma femme dans le voyage. Donc voilà, donc ils ne sont pas père, sa femme du tout. Et c'est sur la dernière note que j'ai voulu vous offrir. Et 2 choses à ne pas oublier. Arrêtez, et à la maison, si votre portable sonne, ne précipitez pas au portable. J'inspire, je me calme, j'expire, je souris, je me calme. Réglez de telle sorte que votre portable sonne 3-4 fois avant que vous allez décrocher et parler. Et calmez-vous et regardez avec une vision un peu différente, plus approfondie de ce qui va passer, une conversation, au lieu de répondre tout de suite, pas encore. Je peux dire une parole plus aimante, je peux faire ceci, cela, donc ça, mais c'est pas facile. Donc le portable, vous avez tous un portable, ou bien l'horloge à la maison, ou bien la cloche de l'église tout près de chez vous. Mais vous avez aussi d'autres moyens. On forme un sangha. Il y aura le kermesse des sanghas, mais parfois on a une autre sangha plus intime. Vous rentrez chez vous, vous essayez de trouver les membres de votre sangha. Les membres de votre sangha peut être le coussin sur un petit matelas, petite matelas toute petite comme ça,
devant un autel ou un coin de votre chambre. Si vous n'êtes pas bouddhiste, vous n'êtes pas catholique, mais quand même, essayez de trouver un coin assez propre, votre salle de séjour, pour comme un endroit où vous faites la méditation. Il y a un postier, un facteur. Il a dit qu'il a vécu seul et quand il part au travail, il réarrange la chambre, son séjour comme une salle de méditation. Et dès qu'il rentre à la maison, il inspire, il expire, je suis entré dans ma salle de méditation. Donc il essaie de vivre dans la salle de méditation et il a ouvert souvent la porte, la fenêtre du côté gauche où il y a un très beau tilleul. Le tilleul, c'est aussi un membre de la Sangha. Chaque fois qu'il regarde le tilleul, il se réjouit, mais s'il reçoit un coup de téléphone assez méchant, le tilleul est là pour qu'il respire, pour qu'il se calme, pour qu'il puisse essayer de trouver une réponse plus positive, ou bien pour retarder un peu les disputes jusqu'à la prochaine fois. Peut-être, aujourd'hui je suis très occupée, est-ce que tu peux me rappeler pour parler de cela dans 2 jours, jeudi prochain, à telle heure. Alors vous préparez pour que vous puissiez regarder profondément avant de discuter gentiment, profondément avec l'autre. Donc, le tilleul est notre membre de la Sangha. Il y a des personnes qui achètent une photo de Thaï, mais devant son bureau, parce qu'il se querelle tout le temps avec ses collègues. Alors, chaque fois qu'il regarde Thaï, une photo, pas nécessairement encadrée, mais comme ça, il l'a mis comme ça devant son bureau. Il respire, il sourit, et après ça, il essaie de réagir aux actions quotidiennes avec beaucoup de pause, de regard profond et plus de gentillesse. Voilà, ce sont les membres de votre Sangha. Ensuite, si vous habitez dans une ville assez loin où il n'y a pas... Soudain, vous êtes installé à, je ne sais pas, Turin ou quelque chose assez loin de votre endroit. Alors, sachez que si les gens aiment venir ici, ce sont les gens qui aiment une nourriture saine. Donc, postez dans la boutique de produits bio pour dire que je pratique je pratique dans l'enseignement de Thich Nhat Hanh, l'auteur de la colère, l'auteur de la sérénité de l'instant. Voici mon email. Si vous vous intéressez à pratiquer avec moi et être dans ma Sangha, contactez. Et avec l'email, vous essayez de voir et on va voir, on va donner, je ne sais pas, il y a des villes où on est très méchant, donc on doit être assez prudent. On ne donne pas tout de suite son adresse, mais on doit l'adresse, on se voit dans le parc près de Noisy-le-Grand ou quelque chose comme ça. Et puis on se voit, on fait un partage de sandwich ensemble dans la pleine conscience. Si la personne ne sait pas, vous pratiquez, vous partagez comment on mange un sandwich dans la pleine conscience, et on marche, comment on marche, et on a une amie, deux amis, 3 amis, et tout doucement, quand vous commencez à apprécier un peu, on peut ouvrir une rencontre de la Sangha dans votre maison, et la prochaine fois, ce sont dans sa maison à lui. La prochaine fois, c'est une autre rencontre pour changer d'environnement. Et comme ça, personne ne sent qu'on est le chef, et on n'a pas un ego séparé à être le chef. On s'entraide. Et ça, c'est la Sangha. Je prends refuge dans le Bouddha en moi-même, mais le Bouddha ne manifeste pas si on n'a pas une Sangha. Parce qu'avec la Sangha, on voit que notre ego est un peu grand, et l'autre se retire un peu. On dit, mon ego n'est pas tellement bien, alors il faut être plus humble. Et c'est comme ça qu'on s'entraîne. Donc, je prends refuge dans le Bouddha, dans le Dharma et la Sangha. C'est ça. Voilà. J'espère que vous prenez soin du Bouddha de vous en rentrant
En restant sur le train, revenez à votre Bouddha, se réjouir. C'est très beau en printemps maintenant. Vous pouvez être en contact avec beaucoup de beauté. Et en printemps, c'est beau. Mais en été, c'est aussi très vert, très formidable. Et en automne, c'est aussi beau. En hiver, c'est aussi beau. Parce qu'il y a le film Walk With Me, il y a une scène où vous voyez seulement les branches dénudées et le vent très fort. Et il y a une phrase de Thaï. On a pris cette phrase dans le livre Les feuilles odorantes du palmier. En français, c'est feuilles odorantes du palmier. Et une phrase disant que on peut apprendre une leçon des arbres dénudés en hiver. Parce que l'hiver est trop rude et l'arbre doit se débarrasser de toutes les choses superflues pour pouvoir garder ce qui est nécessaire et traverser les moments les plus durs de notre vie. Et nous aussi, dans la vie, de temps en temps, on a trop de difficultés à gérer. Il faut s'entraîner à relâcher ce qui est moins important et pour garder ce qui est de base, profond, et surmonter les moments difficiles. Donc, dans le film, on n'a pas dit que ça c'est un thème de méditation, mais on voit les arbres dénudés et le vent froid, et puis la neige, et puis une phrase, sous-titre, mais en anglais, il y a un monsieur qui, Benedict Cumberbatch, il a une voix très communicative, qui réchauffe votre cœur tout de suite quand vous entendez sa voix. Au début, je n'ai pas tellement compris, mais avec le sous-titre vietnamien, et j'ai entendu de nouveau la phrase en anglais, c'est très charmant, très profond et très accueillant. Ça entre direct dans le cœur. Et ce film en anglais, c'est très beau, parce qu'avec toutes ces phrases très profondes, de temps en temps, il cherche une autre phrase, on le dit. Et donc, il n'y a pas des émotions fortes, des querelles, des colères, des haines, des séparations, des réconciliations, rien. Seulement une série d'observations profondes, une série de méditations via le film. On visite une prison et en quelques échanges avec les prisonniers, on visite un endroit où il y a plein d'agitation dans les rues de New York. Et il y a quelqu'un qui est assis et on s'assoit. Un groupe de moines et moyennes s'assoit. Et puis il y a un monsieur témoin de Jéhovah qui est très, très, très éloquent. Le Bouddha ne sauvera pas toi, hey, il faut seulement Jésus-Christ qui vous sauvera, etc. Et les moines et les moyennes inspirent, expirent calmement à l'écouter. Il y a une dame qui dit, toi, tu n'es pas le disciple de Jésus. Jésus ne critique pas les gens comme toi, etc. Mais on respire, on sourit, on se calme. Bon, il y a des moments comme ça pour regarder profondément. Donc le film, il faut regarder. Chaque fois que je regarde, j'ai trouvé des nouveaux thèmes de méditation. Et c'est comme ça que je prépare pour... dans la vie, vous avez des thèmes de méditation partout. Si vous retournez à le soi séparé, votre Bouddha en vous-même, votre paix relative en vous-même, vous verrez que vous découvrez beaucoup de choses. Bonne chance.